Bon ben écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Aude. On va vous raconter comment AXA, avec l'aide des Quansi, redéfinit le rôle de l'assureur à l'heure de l'adaptation au changement climatique. Quelques mots sur nous. Aude, tu veux commencer? Donc, je vous présente plus AXA que tout le monde connaît. On a fêté les 40 ans d'AXA d'ailleurs il y a 2 semaines. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on assure une TPE-PME sur 3 en France. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement, hein, au-delà de notre rôle auprès de nos clients, c'est même auprès des entreprises en général. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis, on a un réseau implanté partout en France. Vous voyez, quand vous baladez en France, des agences AXA, il y en a une tous les 8 kilomètres. Et donc, ça nous aide à rayonner auprès de tous les Français. Et Quansi, un peu moins connu. On est une grosse PME du conseil, 200 personnes, nées en France, et on accompagne les entreprises de toute taille. Ça va de AXA, Generali, Visa, des ETI, voire même des PME dans leur transition durable, ce qui couvre la décarbonation, la circularité, les enjeux de biodiversité, d'eau et de réglementation. Alors, le défi climatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un dirigeant historique de l'assurance qui a dit qu'un monde à plus 4 degrés ne serait pas assurable. Et ben c'est de ça dont il est question aujourd'hui. En fait, on n'est pas encore à plus 4 degrés, mais on va bientôt arriver à plus 2. Entre, je crois, 2030 et 2040. C'est-à-dire vraiment demain, on sera à plus 2. Et donc ça veut dire des événements climatiques de plus en plus intenses et fréquents. Et puis ça veut dire aussi des coûts associés à ces sinistres de plus en plus élevés. Un chiffre illustratif, dans les 30 années qui viennent, le montant de la sinistralité, donc les coûts d'indemnisation des sinistres, va doubler par rapport aux 30 années qui viennent de se passer. Donc ça vous donne un peu l'ampleur de l'événement. Si on zoome un peu sur quelques exemples d'événements climatiques, si vous prenez le cas des tempêtes, grêle et neige, encore un chiffre emblématique, les assureurs ont versé en 2022 pour la grêle 5 milliards d'indemnités, quand ils ont versé en moyenne les 40 années précédentes 500 millions par an. Donc là, on en est à 10 fois plus. C'est pour vous montrer l'ampleur de la chose. Et moi, un autre chiffre qui me marque à titre personnel et qui montre le côté violent de la chose, c'est 2024, juin 2024 en Gironde, 6 000 hectares de vignes détruits en quelques minutes. Et donc ça veut dire que vous avez tout un ensemble de professions, des agriculteurs, des viticulteurs, dont toute l'année, la saison est réduite à néant en quelques minutes. Donc c'est de ça dont il est question. Autre exemple intéressant, par exemple, les inondations. Celui-là montre davantage le fait que c'est vraiment un dommage qui impacte de nombreuses personnes. En fait, quand vous avez une usine qui est inondée, bien sûr, vous avez les dégâts physiques, mais vous avez aussi l'usine qui est arrêtée, donc elle ne peut plus produire, et donc interruption de l'activité. Mais vous avez aussi les salariés qui ne peuvent plus venir, puisque l'usine est à l'arrêt. Et vous avez d'autres salariés dont leur usine, à eux, n'est pas à l'arrêt, mais qui ne peuvent plus venir parce que les routes sont inondées. Et vous avez les clients qui ne peuvent plus avancer parce que l'usine qui devait leur fournir du matériel est à l'arrêt aussi. Vous avez les sous-traitants à l'arrêt, etc., etc., etc. Et donc, lorsque vous avez une inondation, vous avez un écosystème d'acteurs qui est mis à l'arrêt. C'est comme ça que dans le Nord, on a dit qu'il y avait à peu près 900 PME qui ont été impactées par les inondations il y a 2 ans. Il y en a 500 qui ont été impactées directement et 500 qui ont été impactées parce que les 500 premières ne marchaient plus. Donc c'est pour vous montrer ce que ça veut dire qu'un événement climatique et ses impacts. Alors, autre exemple, le sujet des chaleurs. Donc, avec des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, hein, on le vit en France, on voit même au nord de la Loire maintenant des températures parfois insupportables. Le record de température, il est assez frappant, hein, il est de 46 degrés qui a été enregistré en 2019 dans l'Hérault. Et surtout, vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est un sujet pour l'organisation du travail, on va en reparler. Un autre sujet qui nous interpelle, c'est le sujet de la sécheresse et ses conséquences, donc le stress hydrique. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le stress hydrique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est les capacités en eau dans les nappes phréatiques versus le besoin en eau dont ont besoin les entreprises pour fonctionner. En période de sécheresse,
l'eau est réservée pour les secteurs prioritaires, comme l'agriculture par exemple. Et donc, il y a des secteurs qui vont être privés d'eau. Et donc, si ça n'a pas été anticipé par les chefs d'entreprise, ils se retrouvent dans la difficulté. C'est même un arrêt potentiel d'activité. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on doit les sensibiliser, qui vont pouvoir les toucher en disant comment vous vous préparez à cela avant les périodes de forte chaleur, comment vous préparez les conditions de travail futures. Nous, on est vraiment dans ce rôle de prise de conscience. On ne va pas après agir, c'est à eux d'agir, dès qu'on n'est plus dans notre métier, mais notre rôle, c'est vraiment de mettre le doigt sur les sujets à risque. Un autre exemple, c'est le sujet de la santé. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Le sujet de la santé également. La chaleur entraîne des nouveaux risques pour les collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est quand même énorme. 70% sont susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive. Donc, ça veut dire des nouvelles obligations pour l'employeur. Ils vont devoir s'y adapter. Vous voyez, par exemple, quand on prend l'exemple en Italie, le travail en extérieur avait été interdit. C'est des choses qu'on va voir de plus en plus en France. Donc ça, les chefs d'entreprise vont devoir s'y adapter. Si on prend par exemple les usines dans le nord de la France, elles sont rarement équipées en climatisation. Demain, comment on va pouvoir permettre le travail des personnes dans des chaleurs excessives? Également, un sujet important, c'est les sujets du cancer, liés notamment le cancer de la peau, lié à l'exposition au soleil. Et puis le sujet des allergies qui ne fait qu'augmenter. Et là, j'ai envie de dire deux choses. C'est qu'on a un rôle de sensibilisation auprès de la population sur ce sujet-là pour dire il faut s'y préparer, il faut mieux s'y prémunir. Donc aujourd'hui, mieux se protéger dès qu'on est dans les périodes de soleil, penser à se mettre de la crème, etc. Ce que vous connaissez parfaitement. Et également, demain, ce sera comment se protéger contre des moustiques potentiellement dangereux, comme on le voit dans des pays d'Afrique. Et également, le rôle de l'entreprise vis-à-vis de ça c'est important, c'est que nous, c'est nos points de contact, mais les entreprises, c'est un terreau extrêmement favorable pour faire de la prévention santé. Je veux dire, c'est un interlocuteur de confiance pour le collaborateur. Et donc, c'est un endroit essentiel pour diffuser des informations de prévention santé auprès des collaborateurs. Et nous, c'est un levier très important auprès des équipes ressources humaines, des équipes de santé au travail, qui sont nos interlocuteurs sur ces sujets-là. Il y a beaucoup à faire pour de l'éducation au risque. Alors évidemment, tous ces sinistres qu'on a passés en revue et ces événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, ça implique que l'adaptation, ça devient un défi absolument majeur pour les dirigeants. Autrement dit, et ils en sont conscients, le coût de l'inaction devient absolument démesuré et défavorable par rapport à une adaptation qui certes est un investissement, mais qui coûte beaucoup moins cher que de ne rien faire. Et donc, au cœur de l'adaptation, il y a le sujet de la prévention. Parce que le meilleur risque, c'est celui qu'on évite, je ne vais pas vous l'apprendre, ou en tout cas celui qu'on atténue. Et donc, les sujets de prévention, ça veut dire accompagner les PME et les TPE pour se préparer au mieux et pour minimiser au maximum, voire complètement, l'impact d'un événement climatique qui arrive. Alors, comment est-ce que les dirigeants de PME, aujourd'hui, ils se positionnent par rapport à ce sujet de la prévention, qui est un sujet majeur pour AXA? La bonne nouvelle, c'est qu'ils en sont conscients. Lorsque vous interrogez les dirigeants de PME, vous avez une majorité qui savent que le climat va être un événement critique et impactant et qui va faire peser un risque sur leur activité. Et encore, ça c'était une étude de 2024. Aujourd'hui, moi je serais prête à parier que le chiffre il est plutôt autour de 70%. Donc on a une grande majorité de dirigeants de PME qui ont intégré le fait que le climat va constituer un vrai risque pour eux dans les années qui viennent et que c'est critique. La moins bonne nouvelle, c'est qu'ils se sentent désemparés. Et ça, c'est la grosse différence entre les PME et les grandes entreprises. Les PME, c'est vraiment l'angle mort de l'adaptation climatique parce que les grandes entreprises ont les moyens et ont des compétences. Les PME, ils ont les mêmes problèmes. Une usine d'une PME, elle a les mêmes problèmes qu'une usine d'une grande entreprise. Sauf qu'ils sont désemparés sur la manière de comment on fait et ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que quand vous êtes une PME, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dirigeants de PME, mais la trésorerie en fin de mois, ça fait que je ne vais pas aller investir sur des filets anti-grêle ou sur par exemple, ou des bâtards d'eau, si je sais que je suis juste sur ma trésorerie. Et donc, on se trouve face à un sujet de comment je vais aider les PME avec leurs peu de moyens pour s'adapter au mieux et prévenir au mieux les périls climatiques.
Et donc, face à ce besoin des PME, AXA met en place un plan assez vaste d'appropriation et d'adaptation. Oui, alors pour sensibiliser nos clients et les acculturer au risque, on a sorti 2 livres blancs en 2024. Un premier sur les risques climatiques qui était avec un contenu très pédagogique et beaucoup de témoignages. On va en reparler un peu plus tard. Et un autre sur un sujet clé qui est peu adressé encore aujourd'hui, qui est le sujet des énergies renouvelables et ce qu'on appelle les risques de nouvelle génération. Donc ça va être les batteries lithium, ça va être l'éolien, ça va être les panneaux photovoltaïques. Tous ces sujets-là qui sont des formidables opportunités pour la transition énergétique, mais qui nous amènent de nouveaux risques. Et nous, il faut vraiment qu'on accompagne nos clients en leur disant, si vous équipez de panneaux photovoltaïques, pensez à adapter vos protections anti-incendie, par exemple. On est face à des risques qui n'existaient pas auparavant. Et également, on met le focus sur la formation de nos apporteurs, que ce soit des agents généraux ou des courtiers, nos distributeurs, qui sont auprès des clients au quotidien. Et donc, on enrichit énormément notre contenu de formation. Et donc, on a sorti il y a 2 mois une nouvelle formation sur les risques climatiques et l'inondation, avec un contenu très pratico-pratique pour donner les moyens à l'agent, quand il est face à son client, de dire qu'est-ce que je dois faire avant l'arrivée d'une inondation, comment je peux me prémunir aujourd'hui, quels sont les gestes clés, comment j'agis au moment où ça se passe. Et ça passe par des choses extrêmement basiques. Je vois une alerte météo, etc. Mais souvent, même ça, on n'y pense pas. Je vais monter mes stocks à l'étage. Je vais faire attention au matériel électrique. Aujourd'hui, les assureurs, ils arrivent sur les lieux des inondations. Finalement, il y a des stocks qui sont inondés. Donc, le chef d'entreprise, il est désespéré. Mais c'est des gestes simples qui auraient pu être faits. Donc, ça passe de ça à des conseils un peu plus sophistiqués, vous l'imaginez bien. Et puis, le après, qu'est-ce que je mets en place pour que l'activité perdure. On parlait tout à l'heure des risques en cascade. Si je l'ai bien anticipé, ça va éviter, si j'ai prévu cette gestion de crise, de comment je vais gérer mon activité ailleurs, par exemple, il n'y aura pas, vis-à-vis de personnes avec qui je travaille, il n'y aura pas cette répercussion en cascade potentielle si je l'ai bien anticipé. Donc, c'est tous ces sujets-là sur lesquels on les forme. Et puis, également, on vient de terminer un module de formation sur le risque agricole, donc la prévention. Et donc là, vous verrez, on en reparle après. On met aussi en exergue les risques principaux auxquels cette cible est exposée. En fait, pour compléter ce que dit Aude, les sujets d'adaptation, c'est vraiment éminemment local. On ne peut pas définir une stratégie d'adaptation et l'appliquer à tout le monde. Ça, c'est impossible. Selon votre secteur, selon votre zone, votre région, mais même votre ville, les enjeux sont différents. Votre activité, usine, pas usine, les services, l'industrie. Et donc, c'est ça qui fait la force d'AXA. C'est cette représentation locale par le moyen des agents. Les agents, c'est vraiment leur force, c'est la connaissance du territoire. Et donc, c'est eux qu'il faut aller former pour qu'eux-mêmes forment les clients. Et donc, si ça ne descend pas, c'est un peu vain une stratégie d'adaptation. Et c'est ça, je pense, toute la logique d'AXA, c'est de faire redescendre sur les gens qui sont au contact des PME, vraiment dans toutes les communes de France et de Navarre, si je peux dire. Donc, dispositif à 2 étages, auprès des clients en direct, les PME, et auprès des agents qui, eux, vont aussi aller sensibiliser les clients. Et ça, c'est très important. Donc, auprès des clients en direct, on a fait un ensemble de guides et de livres blancs avec un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'était de faire de la pédagogie super concrète. Comment on fait pour être En fait, le but, c'est que le patron de PME comprenne qu'il est concerné. Donc, ça veut dire des chiffres les plus marquants possibles. 64% des côtes françaises sont concernées par le risque d'inondation. En matière de climat, c'est pas compliqué d'être marquant. Dès que vous prenez un chiffre, il y a de quoi être horrifié. Donc, en fait, c'est vrai que donc, des chiffres marquants. Et puis après, des exemples d'entreprises, exactement comme la PME qui est en train de lire le truc, des exemples d'entreprises qui ont vécu des périls climatiques. Après, des autodiagnostics. Et ça, l'important, c'est de leur montrer que l'adaptation, c'est pas toujours des énormes investissements. En gros, on les amène à se poser la question, est-ce que vos serveurs sont au sous-sol? Ça coûte 0. Si vos serveurs sont au sous-sol et qu'il y a une inondation, c'est fichu pour vous. Donc, allez mettre plutôt vos serveurs au premier étage. Ça, c'est une mesure, ça coûte rien. Ça prend 1 heure et ça vous sauve la mise en cas d'inondation. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et c'est là-dessus, encore une fois, la force d'AXA, c'est ce côté très près du terrain pragmatique, ne pas aller faire des grandes leçons théoriques, mais demander aux patrons de PME
Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous stockez du matériel sensible dans des endroits un peu mal protégés? Est-ce que vos sites sont à moins de 3 km d'un point d'eau qui pourrait déborder, etc., etc. Et donc voilà, la force d'AXA, c'est vraiment ce côté très pragmatique, y compris dans les conseils, qui peuvent encore une fois ne pas occasionner des investissements majeurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on pense que 80% des mesures d'adaptation, elles vont être super utiles et coûter pas grand-chose. Et donc, voilà, donc déjà, rien qu'avec ça, vous n'avez pas touché à votre trésorerie et vous avez réduit considérablement le risque. Sécuriser une zone refuge pour vos salariés en cas d'inondation, surélever un peu vos équipements fragiles, etc., etc. Tout ça, ça coûte pas grand-chose et c'est extrêmement utile et efficace en cas de péril climatique. Dernier point, la réglementation. La réglementation, c'est à la fois une contrainte, mais aussi une opportunité. Ça peut être des cas où la PME va avoir des subventions et des aides de l'État. Maintenant, la réglementation, c'est très, très compliqué, surtout pour une PME qui n'a personne pour la décortiquer. Et donc, on s'est fait fort de rendre le plus pédagogique et visuel possible la réglementation pour que chacun comprenne ce qu'il devait faire et ce à quoi il avait droit. Et ça, je pense que c'est un point très, très fort de ces guides et de ces livres blancs. Là, on passe aux formations pour les agents d'assurance. Exactement. Donc, les formations, comment on les a construites, Charlotte le mentionnait. Donc, l'approche régionale, elle est clé. Quand je suis, donc nous, on va dans toutes les régions former nos apporteurs. Donc, si je suis dans le sud-ouest, il faut que je parle du risque local. Je ne vais pas aller parler de ce qui se passe à Lille. Ça ne va pas intéresser les clients du coin. Et donc, on focus sur les risques climatiques de la région. Et on revient sur des exemples de sinistres qui se sont passés. Ce qu'on a constaté, c'est que, en fait, on essaie de trouver tous les leviers pour convaincre le client d'agir. Et en fait, un des leviers qui marche bien, c'est l'exemple. Revenir sur un exemple, revenir sur du vécu. Et dans leur zone géographique en plus, les deux couplets, ils disent « Ah oui, effectivement, ça pourrait m'arriver. C'était pas bien loin de chez moi, là, cet épisode de grêle. C'est vrai. Et tiens, il est dans une profession qui est proche de la mienne. Ça m'intéresse. » Voilà. Et là, on se sent concerné. Si je dis il pleut en France, vous imaginez bien, il n'y a pas beaucoup d'action derrière. Donc on a vraiment cette approche-là. Et également, on nourrit ça d'exemples et de vidéos. Ouais. Sur l'agricole, l'approche est la même. Et on coupe l'approche régionale à l'approche des risques auxquels sont confrontés les différents agriculteurs. Donc si j'ai une viticulture ou un élevage bovin, je ne vais pas avoir les mêmes risques. Je ne suis pas exposée aux mêmes risques. Et donc on donne des conseils adaptés à cela. J'y vais ? Ouais. Sur le climat, Charlotte mentionnait tout à l'heure les dispositifs étatiques. On leur donne une lecture très claire. Alors, on entend beaucoup parler du trésor français du régime CatNat qui nous sauve. Vous voyez bien, il n'y en a pas en Espagne de régime CatNat. Et on a vu les terribles inondations à Valence et la population totalement désemparée. En France, on a la chance d'avoir ce régime-là. Mais finalement, les chefs d'entreprise, ils ne savent pas quels sont les risques qui sont couverts par le régime CatNat et qu'est-ce qui est couvert par leur contrat d'assurance. Donc on leur donne une lecture éclairée de cela, c'est important qu'ils le savent. Et vous voyez par exemple, personne, je pense, ne sait que la neige et la grêle ne font pas partie des périls qui sont embarqués dans le régime CatNat. Et ça, c'est important qu'ils le comprennent et qu'ils comprennent comment fonctionne leur contrat et qu'on soit totalement transparent là-dessus. Sur l'agricole, voilà encore un autre exemple de la formation. Là, on voit un engin automoteur. Dans ce milieu-là, ce que moi j'ai découvert, parce que pareil, je découvre beaucoup de choses dans mon métier. Les tracteurs sont utilisés par des membres de la famille, par du personnel, des sous-traitants. Et la réglementation pour la conduite du tracteur, elle n'est pas la même quand je confie le tracteur à mon fils, par exemple, ou à un sous-traitant. En termes d'âge, il y a une limite d'âge qui n'est pas la même. Et il y a plus de souplesse quand c'est un membre de la famille. Ça, typiquement, le chef d'entreprise, s'il n'en a pas conscience, il s'expose à un danger, puisque en tout cas d'accident, vous savez bien que ça va être lui qui va être mis en cause. Donc on met vraiment l'accent sur ces sujets-là, et puis d'autres sujets clés du code du travail. Il y a beaucoup de sujets dans le monde agricole, avec tout ce qui respire, etc., et des obligations de porter du matériel de protection, etc. Et ça, on leur rappelle notamment toutes ces obligations-là.
Et donc, Ouais. notre souhait, en fait, c'est face au risque qu'on vous a exposé, l'avenir de l'assurance, c'est vraiment d'entrer par la prévention. C'est de développer la prévention. La prévention, c'est vraiment gagnant. Je pense on vous l'a démontré ce matin. C'est gagnant d'abord pour le client. Lui, il a tout à gagner, qu'il n'y ait pas de sinistre et qu'il ne se retrouve pas en arrêt d'activité. C'est gagnant pour les apporteurs. On les met dans une posture de conseil et d'accompagnement de leurs clients. On les fait grandir encore dans leur métier. Et puis nous, en tant qu'assureurs, bien évidemment, c'est gagnant pour nous puisqu'on n'a aucun intérêt à ce que la charge sinistre augmente. Et donc vraiment, on a un vaste programme qu'on appelle Mission Prévention, d'embarquer nos agents dans ces formations et dans l'accompagnement de leurs clients. On a 3000 agents en France pour que demain, quand ils sont face à un client, la première chose dont ils parlent, c'est les risques, faire un diagnostic des risques auxquels ils sont exposés et leur apporte en premier lieu des conseils de prévention avant même la couverture assurantielle. Elle vient en second lieu. D'abord, j'ai une approche de diagnostic des risques pour en diminuer l'impact ou voire le supprimer quand cela est possible. Ça, c'est un gros changement de métier pour les agents. Parce qu'avant, les agents, ils souscrivaient des produits puis ils intervenaient en cas de sinistre. Maintenant, ils deviennent managers de risque, en fait. Donc, ils interviennent bien en amont. Et c'est des nouvelles compétences pour eux à acquérir. C'est un nouveau rôle qu'ils endossent. Donc, c'est un vrai changement chez AXA. Et à mon avis, chez les assureurs en général, qui est absolument gigantesque quand vous avez des réseaux de plusieurs milliers d'agents répartis sur toute la France. Faut mesurer l'ampleur d'un projet que ça peut représenter. Et qu'il faut faire en urgence parce que le péril climatique, c'est vraiment aujourd'hui. Voilà, et pour finir, ça a été des vecteurs de communication et de sensibilisation qui ont été très largement diffusés. La première diffusion, ça a été au MEDEF, réunion annuelle du MEDEF, où il y avait 10 000 participants et donc tout le monde a été exposé au livre blanc et à nos guides climatiques. Ensuite, on a poursuivi, on l'a diffusé au sein de nos réseaux de distribution. Donc, on a touché 1600 collaborateurs et 500 agents experts. Les experts, c'est ceux qui ont des clients entreprises et une certaine expertise des risques, donc ils sont à même d'assimiler tout cela. Ensuite, on vous l'a montré tout à l'heure, les livres blancs, ils étaient à destination des clients, mais pas que, d'ailleurs, également avec des prospects. Ouais. Donc, un tiers des TPE, PME que nous couvrons en France ont potentiellement été exposés, pas toutes, bien évidemment. Et donc, nous, on a beaucoup utilisé le canal de LinkedIn. Et donc, comme ça, on peut suivre les stats. Et donc, on a eu 3 millions d'impressions sur le livre blanc, qui est excellent. Et surtout, un taux d'engagement de 40%, ce qui est énorme, qui montre... En fait, nous, l'intérêt de tout cela, au-delà d'avoir touché notre cible, c'est qu'on montre qu'il y a un véritable intérêt. L'engagement, ça montre qu'il y a un véritable intérêt de nos cibles pour ce sujet et qu'on a véritablement un boulevard devant nous et qu'on a encore beaucoup à faire. On a planté une première graine, mais on a encore beaucoup à faire pour acculturer et faire évoluer les choses. Voilà. Donc, si vous êtes une PME, si vous avez des problématiques de ce sujet, n'hésitez pas à aller voir Aude ou consulter le site AXA. Et puis, si vous avez des sujets de décarbonation, adaptation, n'hésitez pas à venir nous voir. On est au stand là-bas, Equancy. Merci pour votre attention. Très bonne journée.